Ah bah oui, oui, bien sûr que c'est l'astrologie humaniste de J'ai Rudyard. fait une conférence. Oui. J'ai fait une conférence et c'était très drôle. Très très drôle. En parce 84, vous dites? que je pense que c'était en janvier. Non, pas en janvier 84, c'est pas possible. C'était pas en janvier, mais c'était plutôt au mois de juillet-août. C'est Et bien, ça vous se avez- passait à Bruxelles. Vous avez une bonne mémoire. J'ai des points de repère tout simplement. Oui, oui. Et oui, oui, oui. Donc, On Marie avait Clavel, vous l'avez- déjeuné ensemble d'ailleurs avec, Oui, oui. avec Ruperti. Il y avait des personnes de son groupe. Oui, 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 bien sûr. Et Marie-Ève travaillait chez nous. Elle était dans notre village d'été à ce moment-là, Oui, au oui. mois d'août. Oui, oui, effectivement. Donc vous avez un petit peu côtoyé le milieu astrologique un petit peu. Alors, je ne peux pas dire que je le connaisse. Ce sont des personnes avec qui nous étions en sympathie, Oui. mais je n'y connais rien en astrologie. Absolument rien. Non, non. Oui. Je connais. Les non, signes zodiacaux, oui, c'est ça. je connais rien. En tout cas, c'est un milieu, c'est très intéressant comme domaine parce qu'il y a beaucoup de. Comme je vous disais, c'est une histoire très très ancienne et on se demande comment ça a commencé. On se dispute actuellement entre astrologues pour savoir d'où est née l'astrologie, alors que vous avez quand même des choses qui sont relativement récentes. Vous savez à peu près comment les choses se sont constituées. Vous savez, ce qui me semble vraiment, c'est que tout à l'heure, je vous disais la différence entre une approche non kinésiologique et une autre approche. Je vous disais, tout ce qui naît. Monsieur Mathieu, Tout ce qui naît dans la tête du praticien, bonjour, dans la tête du praticien, me semble, on va dire, très aléatoire. Et ce n'est pas forcément le bon moment que le client en soit informé. oui. et ce- oui, ce que je veux dire simplement, c'est qu'un astrologue qui utiliserait le test musculaire, ça serait extraordinaire parce que non seulement il pourrait vérifier, Ça serait de l'astrokinésiologie. il pourrait valider ce qu'il va dire, mais aussi tester pour savoir s'il doit le dire maintenant ou s'il y a autre chose à dire ou Ah, autre bah oui. chose à faire avant de le Parce que les dire. astrologues, ils ont le sens du temps normalement, oui. Oui, mais c'est le sens de l'instant, plus que le sens du temps, que je pense qu'on Mais le peut point développer. commun avec la kinésiologie, c'est que finalement, quelque part, le thème astral évite de parler aussi. Parce que l'astrologue va avoir Oui. directement le thème astral. Oui. Donc finalement, ça va un peu du même côté que la kinésiologie, c'est-à-dire que le praticien, il prend connaissance de la personne sans l'interroger. J'entends bien, mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, il va parler à son client? Est-ce que ce qu'il va dire à son client, un autre astrologue dirait la même chose? Mais effectivement, toute la question, moi personnellement, je suis plutôt. Moi j'ai ma position, c'est plutôt de faire des dessins que de faire des propos. Vous connaissez la fameuse formule, mieux vaut un bon croquis qu'un long discours. Oui. Donc finalement, je pense que je donnerais plutôt un schéma cyclique, un calendrier, mais pas forcément de la parole. Oui, mais les je astrologues suis tout à fait humanistes, par d'accord. contre, ils parlent beaucoup. Effectivement. Voilà. Oui. Mais malgré tout, le client, lui, dans un cas comme dans l'autre, on ne travaille pas sur son langage. On va Absolument. Et donc ça, c'était quand même un point commun intéressant. Oui, oui, on que est j'avais tout pas à pensé. fait d'accord. Et donc ce sont des gens qui se méfient un petit peu les uns et les autres. Ils se méfient de ce que le client peut avoir à raconter sur lui-même. Et Oui. donc ils vont passer par un détour pour savoir qui il est. Moi, j'ai envie de dire que je ne m'en méfie pas, mais j'en connais les limites. Oui. Voilà. Et donc vous étiez en train de me raconter votre histoire, parce que globalement on est quand même dans le salon de Zen. Vous avez joué un rôle dans le développement des médecines douces, Monsieur Guillard. Ah oui, là on peut Là, dire vous pouvez on a nous en joué parler, puisque finalement un c'est grand rôle. Un grand rôle dans la peut-être que sans mesure vous où on n'en serait pas là. j'étais, voilà, c'est pas nous d'ailleurs qui ont trouvé le terme, c'est un médecin que j'interviewais à l'époque, parce que j'écrivais quelquefois des articles, et c'était enfin peu importe, c'était le président de la Fondation Hahnemann à l'époque, Oui. en homéopathie. Voilà. Et c'est lui qui m'a donné l'idée du titre Médecine douce, et cela se passait en 76 ou 77. Il y a aussi médecine alternative ou médecine parallèle, non c'est pas pareil. Moi je préfère dire médecine Médecine douce, douce, parce que oui. les parallèles ne se rencontrent pas. Alternative j'aime bien, mais bref j'exprimais à ce médecin qui est très très sympathique et nous discutions, et à l'époque j'étais donc kinésithérapeute et j'avais découvert l'immense intérêt de former les personnes, de leur expliquer que quand même s'ils mangeaient beaucoup trop de viande rouge, s'ils buvaient trop de vin, ça n'était pas bon pour leur santé par exemple. Mais aussi souvent je disais aux femmes que j'avais en tant que cliente, venez amener votre compagnon, je vais lui montrer comment vous massez le dos, ça vous fera du bien. Et simplement un jour j'ai découvert une chose pour moi importante, c'est que pendant les vacances,
les gens à longueur d'année, dans mon cabinet, les gens disaient « Oh, mais vous savez, ça ne l'intéresse pas, etc. » Donc ce public n'était pas intéressé. Mais pendant les vacances, je me suis retrouvé dans un village d'été où il aurait dû y avoir des animations, il n'y en avait pas. Je me suis retrouvé, moi, à animer, alors que j'étais client. Et je me suis aperçu que le public, ce même public, les mêmes couches sociales, était extrêmement intéressé pour apprendre pendant leur loisir. Donc ça m'a donné l'idée de créer le centre d'études de médecine douce destiné à tout le monde. Et on a organisé des stages, puis beaucoup de stages. Et nous avons lancé donc le CEMD et ça a fonctionné entre 78, 76 même, et puis 92, 94. Voilà, et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que nous avons rencontré Santé par le toucher, qui est la technique de base à la kinésiologie dont nous avons parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez, excusez-moi, oui. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode Feldenkrais? Ah, c'est bien. Parce que tout à l'heure j'étais à leur stand. Oui. Est-ce que ça a un rapport quelconque? Ils parlent du mouvement, je sais pas. Mais tout est en rapport. Le docteur Feldenkrais était, autant que je me souvienne, médecin et professeur de judo. Oui. Et ce qu'il a mis au point comme technique, j'ai pratiqué en tant qu'élève. Un petit peu, parce que je connaissais une personne, voilà. Et c'est extrêmement intéressant son travail. Comment vous le décririez Oh, je suis bien incapable de le décrire. J'ai envie de dire que la relation au sol me semble fondamentale, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ancrage est une base pour le mental. Alors justement, il y a une question que j'aimerais vous poser. Ouais. Quel est votre rapport à la musique? Parce que moi-même je suis compositeur et la musique c'est quand même lié quelque part à la danse, au mouvement, évidemment, au bruit, le bruit qu'on fait en bougeant. Je répondrai, c'est drôle parce que tout cela nous tournons autour, nous, alors à l'heure actuelle, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Plusieurs groupes commencent chez nous par se bouger, pas longtemps, c'est de 5 minutes, 10 minutes, et on met une musique équilibrée entre le ciel et la terre. Je ne sais pas si vous me suivez, une musique équilibrée entre le ciel et la terre, c'est avec une section rythmique qui va avoir tendance à faire bouger le bas du corps, et la section mélodique qui va faire tendance à bouger le haut du corps. C'est ça le ciel et la terre? Le ciel et la terre, c'est ça. Or, le haut du corps est voué à la vie de relation, et le bas du corps est voué à la vie de locomotion. Si vous mettez simplement une percussion africaine, la personne va relativement peu mouvoir la partie supérieure de son corps. Par contre, le bassin va être très mobile et les jambes, et la personne va s'enraciner. Et inversement? Inversement, si vous vous bougez sur une musique classique lente pour peu que vous ayez les yeux fermés, vous allez avoir tendance à décoller. Oui, d'accord. Parce que l'origine de la musique, ça peut être effectivement le fait tout simplement le bruit qu'on fait en courant ou en marchant. En courant, marchant, ou des chevaux qui courent. Ou en tapant sur le... Et aussi la question qui est importante, c'est faire du bruit sans utiliser l'instrument. Bien sûr. En sifflant, en frappant sur son corps, plutôt qu'en utilisant des outils... Mais si vous parlez de l'époque préhistorique, les animaux, vous êtes dans la nature, quand même, les animaux font beaucoup de bruit, si je puis dire. Oui, c'est vrai. Et quelle mélodie! Et les oiseaux ont un don de composition qui m'impressionne. D'ailleurs, je me demande comment nous communiquons avec les animaux. Est-ce qu'il y a un mode de communication, à votre avis, entre les hommes et les animaux? C'est évident, mais je ne connais pas les animaux autrement que des animaux apprivoisés. Alors pourriez-vous, pour terminer, nous parler de cet article? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Vous savez, j'ai décrit dedans, je vais résumer, pour moi ce qui me semble plus important là-dedans, c'est le comportement d'un bon kinésiologue. Voilà, si vous voulez oui. Je peux l'envoyer à qui le veut. Oui, d'accord. Il suffit de... Mais quand même, moi ça m'a interpellé au départ. Voilà, mais j'ai envie de dire que... j'ai envie de... Je ne peux pas résumer un article. Vous avez fait ça, et quelque part, vous avez eu envie de l'ancrer dans une antiquité? J'ai eu... c'est pas tout à fait ça. Je me suis posé des questions sur ce que l'on trouve, parce que là, nous avons fait un dégrossissement de la kinésiologie, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire, et notamment de ce que j'ai écrit de cet article, pour moi l'intéressant, c'est aussi le comportement d'un bon, entre guillemets, kinésiologue, mais ça peut être n'importe quel thérapeute, et je le compare à l'eau, qui est incolore, insipide et sans saveur. Transparente aussi. Et qui est transparente, bien sûr. Je la compare à l'eau aussi parce que trop de thérapeutes, et y compris dans ce cadre d'ailleurs,
je pense, ont tendance à induire verbalement, à diriger, à avoir on va dire, un objectif de thérapeute. Ils veulent le bien de l'autre, mais j'émets quelques restrictions. Donc, je souhaite que les thérapeutes ou que les kinésiologues soient comme l'eau pendant la séance, pas dans leur vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne est dans un état normal, elle est fluide. C'est-à-dire que l'eau peut prendre la forme du récipient dans lequel on la met, quelle que soit la forme du récipient, quel que soit le récipient, il prend la forme. Mais maintenant, songez à un kinésiologue qui serait rigide dans sa tête. Il deviendrait de l'eau gelée, un bloc de glace. Ah, il ne serait plus du tout intéressant et à la limite rigide dans ses pensées, donc il pourrait influencer négativement son client. Je me méfie énormément de ce piège. Maintenant, imaginez le contraire. Ici, vous avez des gens charmants, mais en discutant avec certaines personnes, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui se prenaient pour des illuminés et qui étaient simplement des allumés. Je suis vache, mais c'est ma nature. Il faut être parfois. La vérité, c'est souvent lié à la cruauté. Et à ce moment-là, revenons à l'eau. Oui. Le thérapeute ou le kinésiologue, il est comparable à l'eau qui s'évapore. Là, il n'y a plus personne. Oui. Et oui, il est barré vers le ciel, il s'estompe. Donc pour moi, le symbole de l'eau est très important. Maintenant, mais ça ne justifie pas le titre que vous avez. Non, mais je n'ai pas à justifier le titre, puisque l'article fait 6 pages, je crois. D'accord. Excusez-moi. Pour en terminer avec ça, l'histoire de l'eau m'intéresse encore maintenant quand on s'aperçoit que c'est relié au questionnement. Or, la bonne question, ça, c'est la clé d'un bon thérapeute ou d'un bon kinésiologue. La bonne question. Ah, donc il y a des questions à poser quand même. Mais bien sûr, mais on les pose au corps, pas à la personne. Ah oui, voilà, attention, parce qu'on pourrait ne pas vous comprendre. Bien sûr, c'est au corps qu'on pose les questions. Pour vous, ça paraît évident, mais pour moi, c'est évident. Pour quelqu'un de normal, questionner, c'est quand vous dites en anglais, water. Ah, ça ressemble. La question, la notion de question. Maintenant, à quoi ça sert? À quoi? Oh. Ah oui. Et en allemand, je parle pas l'allemand. Wasser. Ok. Vous comprenez? Et c'est pareil en arabe, c'est pareil en turc, c'est pareil en japonais. Voilà. En hébreu, je ne sais pas. Oui, c'est pareil. Et je pourrais m'enseigner. Ma et maïm. Donc, ma question, c'est le questionnement et l'eau. Donc, je répète, un bon thérapeute. On me demande souvent, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon thérapeute? Il faut avoir un don? Oui. Il faut avoir le ton de fermer, de se taire. Je reste poli. Et si on pose des questions, c'est au corps. Il faut que ce soit des questions intelligentes. Alors, est-ce que pour terminer sur une période, est-ce que par exemple, quand une femme veut savoir si l'homme l'aime, est-ce qu'elle doit se fier à la fin où tu fais l'amour plutôt qu'à ses mots d'amour? C'est une très drôle question, je trouve. On ne l'a pour l'instant pas encore posée. Qu'est-ce que je répondrai? Eh bien, je testerai pour savoir, pour cette dame-là, ce qu'il en est. Et je crois à ce moment-là que je testerai à voix haute, pour qu'il n'y ait pas de surprise. D'accord. Merci. Écoutez,